Voilà, donc reprise de cette séance. On arrive donc à l'exercice comme je vous indiquais. L'exercice lui-même, je vais pas le reprendre puisque je l'ai détaillé déjà dans une vidéo à part. Je vous mets juste le lien en commentaire. L'idée en tout cas, c'est que Seth nous invite à nous reconnecter à nos sens internes avec un petit exercice où on va essayer de couper petit à petit les sens physiques, de se tourner vers l'écoute de ce qui se déploie à l'intérieur de nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il il présente ça comme étant quelque chose où on a été toute notre vie aveugle. Là, voilà, il compare ça. Imaginez que vous avez été aveugle toute notre vie et qu'on recouvre doucement la vue. Donc, on va retrouver petit à petit une information. Et donc, ça va être un apprentissage, finalement. On va refaire, si on prend cette analogie, de découvrir des nouveaux sens, qui sera l'équivalent de nos sens physiques, mais qui sont connectés à quelque chose d'autre, et qu'au départ on les utilise mal, on va pas recevoir les informations de la bonne manière, comme s'il fallait faire un petit réglage. Il nous invite de le faire quelques instants. Donc moi j'ai fait une vidéo qui vous permet d'aller jusqu'à 10 minutes à peu près. Vous pouvez tout à fait vous mettre un chronomètre et rester plus longtemps à l'expérimenter. L'idée c'est d'essayer de refaire ça de temps en temps. Libre à vous de trouver votre rythme. Quand vous êtes au repos, dit-il, ou que vous faites autre chose qui ne demande pas toute votre attention. Donc, ça me semble intéressant parce que il propose également, dans des moments où on peut rester en même temps connecté dans cette réalité physique et d'essayer de voir l'information qui est cachée derrière. Donc c'est pas forcément comme on peut avoir l'image d'une méditation, d'une relaxation, forcément les yeux fermés, forcément immobile, et que, au contraire, ça peut prendre place un petit peu n'importe quand dans notre vie. Y compris, je sais pas, on attend le bus, le métro, on attend quelqu'un, ou même on dessine. Enfin, j'imagine, des choses on peut faire des choses un petit peu créatrices, intuitives, et en même temps, justement, laisser une porte ouverte à des informations plus grandes. Lui, il dit qu'on va petit à petit apprendre à se focaliser sur une nouvelle dimension de conscience, de prendre comme ça, il dit, des instantanés d'un environnement qu'on ne connaît pas. Et donc ça va venir par petites bribes, petits morceaux, et il nous invite donc à ne pas interpréter trop facilement au départ ce qu'on perçoit. Parce que c'est que des petits éléments, c'est comme si, de temps en temps, toc, je reçois, par petites bribes, des informations qui vont prendre différentes formes, qui vont devenir physiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette traduction. Les sens internes vont faire émerger dans notre conscience, donc dans cette réalité physique, des petits éléments, donc sous forme effectivement de ressenti, d'images, de sons, sous forme des 5 sens, mais qui ne seraient pas directement la traduction physique de l'environnement, qui seraient des informations plus subtiles qui viendraient, donc, et qui se rajouteraient à ce qu'on perçoit habituellement. Donc il dit effectivement 10 minutes par jour suffisent. Je me souviens plus, mais il le précise pour commencer. Et là, il va effectivement expliquer ce qui se passe, cette expérimentation finalement à travers Jen.
Or, les informations contenues dans ce livre passent par les sens internes de la femme, donc de Jen, qui est en transe pendant que je l'écris. Donc Jen reçoit bien, par les sens internes, les indications. C'est ce que je vous disais juste avant la pause. Cet accomplissement résulte d'une précision interne très organisée, combinée à une véritable formation. La manière dont Jen est capable de recevoir les informations, de se connecter à Seth quelque part, recevoir les informations que Seth lui envoie, cet accomplissement vient d'une organisation très précise, lui dit voilà une précision interne très organisée. Donc il y a une recherche particulière d'un état d'esprit dans lequel se met Jen pour être en état de recevoir les informations, combiné à une véritable formation. Seth expliquera, je ne sais plus si c'est là aussi dans le matériau de Seth, ou bon, peut-être dans Seth parle, je crois que c'est dans Seth parle, que Jen a été formée sur plusieurs vies, et que c'était une opportunité, une option possible, que Jen, dans cette réalité-là, puisse parler pour Seth, qu'elle l'accepte, que ça se passe, que ça fonctionne. Et il avait d'autres choix. Il y avait d'autres options, il y avait d'autres personnes aussi qu'il avait formées en parallèle. Ça a fonctionné avec Jen, ça a donné les 10 livres. Voilà, c'est en tout cas, a priori, le moyen que Seth a trouvé pour donner des informations, sachant que Seth aujourd'hui continue. Je dis aujourd'hui, j'ai un doute, est-ce que c'est terminé ? Je crois que c'est terminé. En tout cas, les dernières années, a donné des informations dans une entité qui s'appelle DATRE, D-A-T-R-E, et Seth faisait partie de cette entité. C'était une entité où il y a plusieurs entités dedans. Donc il a donné d'autres informations, il allait plus loin. Si vous voulez aller explorer, le matériau de DATRE aussi est très intéressant. Ça a été donné en transe, pareil. Et ça va un peu plus loin, même ça complète le matériau de Seth. Donc le matériau de Seth, c'est déjà un élément fondamental à nos yeux pour comprendre déjà la réalité, enfin c'est très très différent de ce qu'on peut en percevoir au départ, ça va plus loin. Mais en tout cas, c'est exactement la même forme de transmission, ça passe aussi par les sens internes, et donc le matériau de DATRE va encore plus loin, je pense, dans l'exploration des possibles. Et donc il dit, voilà, Robert ne pouvait pas recevoir d'informations de ma part, cette information ne pouvait pas être traduite ou interprétée tant que Jen, était intensément focalisée sur l'environnement physique. Il y avait donc besoin de se défocaliser, ça il l'a dit et répété à maintes reprises, et c'est exactement cet exercice qu'il nous propose. Un tout petit mot par rapport à cet exercice, après je reprendrai la lecture. J'ai essayé de retraduire, d'améliorer, d'adapter, voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai adapté le passage que Seth vient de dire, que là j'ai pas repris dans le guidage, de l'adapter pour que ça devienne un exercice qui puisse durer autour de 10 minutes, donc vraiment cette notion que Seth dit, là, voilà, 10 minutes par jour, de faire quelque chose d'assez guidé, comme Seth l'a fait, en donnant en même temps un petit peu le cadre, c'est-à-dire que l'exercice, il y a le minimum à savoir pour cet exercice. Je pense qu'il faut déjà relire le commentaire que j'ai fait au niveau de l'exercice, et peut-être réécouter la séance présente, donc la 30, partie 1, partie 2, et peut-être la séance précédente également, 29, 1, 2. L'idéal étant d'avoir la lecture du chapitre, du 4e chapitre jusqu'à l'exercice.
voilà, d'avoir vraiment ces éléments en tête pour comprendre ce qu'on recherche. Seth nous disait au début du livre, Seth parle, je vais vous donner des éléments, il faut qu'il y ait une partie intellectuelle, une compréhension d'une certaine partie. C'est obligatoire. Et à partir de là, il y a une partie plus intuitive qui peut se mettre en place. Donc des informations qui vont venir, qui va s'insérer et qui vont petit à petit correspondre à ce que vous vivez dans votre quotidien. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut quand même, pour cet exercice, pour qu'il porte ses fruits, savoir ce que l'on recherche quelque part, comprendre quelle est l'intention qu'il y a derrière, l'objectif, de défocaliser sur les sens internes, donc il fait une image, un peu de couper les sens internes, on les diminue pour se focaliser sur autre chose, et en gardant en tête que c'est présent en nous en permanence. Donc je vous laisse relire ça. N'hésitez pas à lire l'exercice par vous-même dans le livre, et puis après de voir la proposition de la manière dont je le guide. Ça vous donne donc une version possible, en tout cas, de cet exercice. Seth, dans ce passage-là, donc, est en train d'essayer de nous faire défocaliser sur cette réalité physique et nous orienter plus sur l'origine du message, sont les sens internes. Là, il va dire ensuite que ces sens internes sont donc des canaux qui permettent une communication entre différentes dimensions d'existence. Mais même ici, l'information doit être déformée, dans une certaine mesure, pour être traduite en termes physiques. C'est bien ce que j'expliquais à chaque fois. Ce que l'on va percevoir des sens internes, ça va pas être les sens internes directement. Puisque nous sommes physiques et tant que notre conscience est focalisée sur le monde physique, nous n'allons percevoir que la partie physique, le pendant physique de l'information qui vient des sens internes. Sinon, dit-il, elle ne serait pas du tout perçue, cette information. Voilà en tout cas ce que je voulais redire de cet exercice. Donc là, c'est quelque chose à expérimenter de votre côté. Baolier rappelait, et c'est vrai que c'est vraiment important, pourquoi est-ce qu'on fait ces guidages de lecture ? Moi, je vais pas, je vais pas vous mentir. C'est en partie, moi, je l'ai fait pour moi. C'est-à-dire que le plus important, ça doit rester la recherche individuelle, personnelle. Qui est notre moi interne ? Comment on se connecte ? Qui je suis ? Voilà, cette question, je pense, peut être la seule question qui doit nous alimenter jusqu'à la fin de notre vie. Qui suis-je ? Donc moi je le fais parce que à travers toute cette expérimentation, l'exercice par exemple je l'ai enregistré, au départ c'est intellectuellement c'est pour moi, pour aller plus loin dans la compréhension de l'exercice que propose Seth, pour pouvoir moi-même l'écouter, c'est pour notre usage personnel. Et puis une fois qu'on l'avait fait, on le partage, il n'y a pas de temps en plus, enfin voilà, une fois que ça existe, on partage. Moi je fais les guidages parce que pendant le guidage, j'essaie de défocaliser sur mon fonctionnement habituel. En tout cas, enfin la manière dont je fonctionnais avant. Et je vois que grâce à le fait de m'obliger à faire ces guidages de lecture, ça me sort vraiment de mes croyances limitantes à moi, personnellement, et de la manière dont je pouvais percevoir le monde avec mon côté ingénieur, analytique, logique, mental. Et plus je continue à lire, à être dans ces deux
ces 2 exercices de lecture personnelle du livre, qui est aussi ce à quoi nous vous invitons, hein, nous l'avons clairement dit, on le répète plusieurs fois, je le redis, lisez ces livres pour vous-même. Donc pratiquez ces exercices. Voilà. Si ça vous intéresse, faites-le pour vous-même. Voilà, c'est cette question fondamentale pour moi qui reste importante. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter ? À quoi ça rime ? Qu'est-ce que c'est la vie physique ? On est donc en tout cas dans cette recherche, cette expérimentation. Pour moi, ça, en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément dans la vie. Donc je le partage simplement. Après, ça parle à qui ça parle, et puis ça me regarde pas trop. Hein. À ce moment-là, donc Seth arrive à la fin de sa dictée pour leur session à eux. Il demande à Robert s'ils ont des questions. Robert dit non, rien de particulier. Et là, il y a un petit échange que je trouve très, on va dire, humain, c'est-à-dire très chaleureux en tout cas, et qui montre vraiment l'attention que Seth nous porte. C'est une entité, mais comme elle a vécu ces vies terrestres, elle a une compréhension de ce qu'on est en train de vivre, et donc une sorte de compassion. Il sait qu'on est en train de galérer un petit peu, quelque part, de souffrir, de buter, de errer dans cette vie physique avec ce qu'elle a de bon et de moins bon. Et donc il essaie de nous aider, nous encadrer, nous accompagner le plus chaleureusement possible. Y compris, bien sûr, Jen et Robert. Puisqu'il a un lien particulier avec ce couple. Hein. Donc il a tout du long de leur session, il leur a donné beaucoup d'éléments pour essayer de les aider dans leur vie physique concrète. Donc là, par exemple, voilà, est-ce que vous avez des questions ? Donc rien de particulier. Il dit, si jamais vous voulez une session moins formelle, ou si vous avez des questions, dites-le moi. Je rappelle qu'à cette époque-là, donc Seth est en train de dicter ses livres, c'est-à-dire qu'une grande partie des sessions qu'ils font sert à la dictée. Et Seth commence la plupart de ses sessions en disant « dictez ». Voilà, c'est l'auteur qui dicte, et finalement, il y a un rôle un peu ingrat de Robert. Alors déjà, oui, Robert, son rôle, il est quand même particulier, on a l'impression qu'il est juste là pour prendre des notes. Oui, c'est ça, le rédacteur, non, comment on dirait ? Le secrétaire, c'est le secrétaire de Seth, en fait, oui, simplement. Il prend des notes. Jen, elle n'a pas l'impression de travailler, elle est en transe, la plupart du temps, elle n'a pas vraiment conscience, elle a les émotions, les ressentis, donc par les sens à terme, comme je viens d'expliquer, elle a les informations qui circulent en elle, mais elle n'a pas l'impression de faire grand-chose, elle, de son côté. C'est Robert, lui, qui écrit, qui se fatigue, qui prend les notes, etc. Donc là, il y a des moments où Seth, il fait une petite pause un peu dans ce travail d'écriture. Et justement, de se dire, si vous avez des questions par rapport à votre vie quotidienne, de faire des choix, hein, vraiment, il les a guidés plusieurs fois en disant, voilà, pour le travail, je vous conseille, vous pouvez arrêter ça, parce que les livres que vous allez faire, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Donc vous allez, juste le fait de vous focaliser en partie, en tout cas de votre vie, sur les livres de Seth. En plus, Jen fait ses propres livres. Donc elle est écrivaine, c'est une de ses activités, en tout cas. Robert, il est peintre, donc il vend aussi ses œuvres. Donc de quitter un travail salarié, c'est possible, hein. Seth va leur dire, va leur conseiller, ils hésitent, ils ont peur, et puis à un moment donné, ils vont oser, et puis ils vont se rendre compte qu'effectivement, oui, ça commence effectivement, les livres commencent à être connus, les livres se vendent. Donc c'est de cet ordre-là. J'avais cité aussi à un moment donné, Seth leur conseille de mettre leur tête du lit
direction nord dans leur chambre. Et ils vont pas le faire. Jen considère que non, si c'est tourné au nord, je sais plus, c'est une histoire de fenêtre, ou la chambre est trop petite, ça lui convient pas, donc elle va pas le faire. Elle fume, Jen, et Seth va régulièrement lui déconseiller. Mais c'est tout. Ça va pas plus loin, il va pas les engueuler, il va pas être en colère, mais il leur donne comme ça des conseils sur la manière dont ils peuvent, eux, gérer leur vie physique mieux. Hein, alors le mieux, c'est à discrétion de Seth. En tout cas, il leur donne des conseils pour que des futurs probables qui ne sont pas forcément souhaitables pour eux n'arrivent pas. À un moment donné aussi, c'est très troublant. Là aussi, je sais plus si c'est dans le matériau de Seth ou dans cette part-là. Je suis navré. Je me souviens plus on va avancer dans le livre, plus je vais sans doute mélanger un peu les différents livres. À un moment donné, ils vont partir un week-end ou des petites vacances, quelques jours, et ils vont dans un restaurant, une salle de danse, etc. Et ils sont, c'est à un moment donné où Robert a très mal au dos. Ils sont fatigués, donc c'est pour ça qu'ils ont envie de partir un peu, de faire une petite coupure, de prendre des vacances. Et ils sont donc à la table en train de manger, et à l'autre bout de la salle de danse, ils observent un couple qui ça les dérange, ça les trouble un petit peu. Ils ont l'impression de les connaître. Enfin, il y a quelque chose de très fort. Et c'est un couple de personnes âgées qui ont l'air un peu abattues. Donc ça les attire pas tellement. Et Robert, en liaison avec cette vision, va inviter Jen à danser. Alors que lui, il a mal au dos, il est pas vraiment en forme, et il va l'inviter à danser, justement un peu comme un défi. Et finalement, ça va bien se passer la danse, il va pas avoir mal au dos, et quand après, à un moment donné, il va dire à Jen, ah, t'as vu le couple, etc. Et le couple est parti. Et Seth va expliquer plus tard que ce couple-là, qu'ils ont vu, c'était une projection d'eux-mêmes dans un futur probable, où justement, ils ne vont pas danser, ils vont se laisser aller, ils vont laisser de la place, un peu trop de place, à leur douleur physique. Et du coup, ça va amener de la morosité dans leur couple, dans leur vie. Donc c'est un futur probable. C'est eux-mêmes qui le projettent, comme si c'était un moyen pour eux de réagir, justement, de les faire prendre conscience que si ils continuent sur ce qui est en place, ce qui est déjà inscrit quelque part, le futur probable va arriver. Et là, je fais juste une petite aparté. Je viens d'écouter une vidéo, je l'ai mis dans c'est pas les favoris, dans les chaînes, les vidéos conseillées. Ça doit être dans playlist, voilà, cherchez le mot. La playlist sur la physique, je crois, de Philippe Guillemant, qui parle exactement de ça. Donc Philippe Guillemant, c'est un scientifique. Il travaille notamment avec la physique quantique, mais pas que, je crois. Et il parle justement de cette notion de futur qui est... En fait, on crée notre futur. Enfin, non, c'est pas exactement ça. Le futur est déjà inscrit, et que si on ne fait pas d'efforts, c'est un petit peu comme ça que je l'ai compris en tout cas, si on ne met pas en place des actions volontairement pour changer, eh bien, on se dirige vers le futur qui est déjà inscrit dans notre présent. Et que c'est une histoire de volonté, de s'ouvrir, alors peut-être justement de se reconnecter à notre moi interne, pour modifier ce futur. Et là, l'exemple que je viens de donner, c'est exactement ça, pour moi. Et donc, là, ce qui est intéressant pour Jen et Robert, c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'ils ont Seth qui va leur donner des informations qui va les aider à retraduire, à interpréter ce qu'ils vont vivre dans leur vie, en disant, bah oui, là, vous avez créé telle chose, là, il s'est passé ça, mais ça vient toujours de eux, et ils ont toujours le libre arbitre.
mais ils ont cette connaissance particulière que 7 peut leur donner, d'où le fait que régulièrement ils ont des sessions plutôt privées, qui sont sorties plus tard. Hein. Il me semble que Robert, une fois que Jen est partie, comme elle est morte assez tôt, des années après, déjà d'une part il a sorti ce qu'on appelle les early sessions, donc les 510 premières sessions, qui contenaient dans lesquels il avait enlevé déjà les matériaux privés. Et je crois que les matériaux privés, en anglais, il est sorti, donc tout ça n'est pas encore traduit en français, ni les early sessions, ni les sessions privées. Mais je crois qu'il a tout sorti. Tout ce que lui, il avait pris en note, finalement, a été au final, petit à petit, il s'est dit, bon bah oui, ça parle de nous, nos vies privées, etc. Mais bon, maintenant, voilà, on est vieux, Jen est partie. Voilà, il me semble, si j'ai bien compris, que tout a été publié à la suite pour montrer donc l'intégralité de tout ce que Seth a dicté par Jen et Robert tout du long, et pour comprendre justement ce lien particulier qu'il avait et la manière dont lui il pouvait les aider, les guider, leur proposer en tout cas différentes choses pour, comme je vous disais, voilà, cette notion de aller vers du bien, c'est compliqué puisque le bien et le mal n'existent pas, mais en tout cas choisir en tout cas le futur vers lequel il se dirigeait, qui, si peut-être dit autrement, qui était plutôt vers une reconnexion à notre moi interne. Hein, ce serait peut-être ça la notion de réussite dans la vie, de finalement faire en sorte que ça fait grandir, en tout cas, voilà, dit peut-être encore autrement, ça fait grandir notre conscience pleine, notre entité, notre moi profond. Toutes les expérimentations qui font que voilà, c'est une nouvelle expérimentation, donc on a appris quelque chose. On a déployé une certaine conscience, une certaine émotion. Et Seth l'a dit, voilà, j'en ai parlé à la fin de la séance, de cette séance-là, mais la partie 1. Votre environnement véritable est composé de vos pensées et de vos émotions. Donc, plus on va créer de situations différentes, plus on a développé des idées et des émotions. Donc plus on est dans ce développement de créativité, puisque notre conscience cherche à déployer sa créativité. Voilà, je remets un petit peu donc du lien dans ces différents éléments. Donc Seth régulièrement va leur proposer, voilà, si vous voulez une session moins formelle, donc, y compris privée, c'est possible. Si vous avez des questions, dites-le moi. Hein. Donc Robert répond effectivement d'accord. Et là, avec humour, Seth va dire « Je suis prêt à me détourner de mes devoirs d'écriture. » Le fait qu'il soit en train de dicter son livre, il dit « Voilà, je veux bien faire une pause. » C'est-à-dire, c'est pas lui que ça va gêner. Il peut faire autant de pauses qu'il veut. Il reprendra sa dictée du livre exactement à l'endroit où il en est, y compris un mois plus tard. Il dira juste « Now hein, », maintenant, dictée, et puis il enchaîne. Et donc, Robert répond « Je sais. » Voilà, merci, effectivement, je sais que vous êtes prêt à arrêter votre devoir d'écrivain pour notre bien-être, quelque part. Mes pensées les plus cordiales, conclut Seth, donc, et un chaleureux bonsoir. Vous voyez, les mots utilisés, c'est assez extraordinaire. Hein. Et puis, on verra à un moment donné... 7-2, l'entité qu'ils appellent 7-2, qui est une évolution de 7, on appellerait ça un 7 futur. Lui, quand il s'exprime, c'est très très froid. 7, l'entité 7, a été choisie parce qu'il a justement cette connaissance de la réalité physique et qu'il va pouvoir transmettre un matériau qui est à la fois très profond, très précis, et puis, comme je disais tout à l'heure, dans la limite de ce que nous, on peut en comprendre, donc dans la limite vraiment haute de ce qui peut nous permettre d'ouvrir notre champ de compréhension de la réalité au sens large. Et en même temps, il a ce côté chaleureux humain qui nous relie à lui. Donc il est suffisamment proche pour pouvoir
nous transmettre un matériau qu'on puisse justement comprendre. Il est suffisamment proche pour nous accompagner dans notre propre démarche, pour être dans cette compassion qui lui permet aussi de donner les bonnes indications, parce qu'il a vécu ce qu'on a vécu, ce qu'on est en train de vivre. Il comprend ça, donc de nous donner des exemples aussi. Ces livres, il y a quand même pas mal d'exemples. Il s'appuie sur cette connaissance-là pour faire des analogies, des similitudes qui sont ce qu'elles sont, qui ont leurs propres limites, mais qui déjà nous permettent intellectuellement, comme je vous disais, de toucher du doigt cette réalité très profonde qu'il y a derrière. Voilà, mes pensées les plus cordiales, donc un chaleureux bonsoir. Robert répond bonsoir Seth, merci beaucoup. Fin de la session à 23h10. Et puis on continue, donc c'est un changement de session pour eux, session 523, lundi 13 avril 1970. Il commence à 21h13. Seth arrive. Bonsoir. Réponse de Robert. Bonsoir Seth. Et Seth dit, nous allons finir le chapitre 4. Et cette fin de chapitre 4, c'est une sorte de résumé, donc il reste une page recto verso. Seth va reprendre des éléments de ce qu'il a déjà donné, donc peut-être que je vais réussir à tout lire. C'est des redites quelque part, donc il reformule à sa manière. Voilà, Robert dit bon d'accord, et on y va. Donc maintenant, voilà, Seth martèle son maintenant. J'ai passé un certain temps, dit-il, à mettre l'accent sur le fait que chacun de nous, c'est Seth qui parle, donc il s'inclut dedans. Chacun de nous forme son propre environnement. Chapitre 2, il a parlé du sien, là il vient de parler de notre environnement, en disant que finalement ils sont très proches. Chacun de nous forme son propre environnement pour que vous vous rendiez bien compte que vous portez l'entière responsabilité de votre vie. Donc ça c'est le premier point sur lequel il voulait revenir. J'ai passé un certain temps pour mettre l'accent dessus. C'est ce que j'ai rappelé dans le début de cette séance, partie 1. Une nouvelle fois, moi aussi je l'ai rappelé. Donc là, je ne réinsiste pas dessus. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, 17, vous vous limitez vous-même. Si on s'en tient à ce que l'on perçoit, c'est notre choix de nous limiter à une petite partie de ce que nous sommes, ce que nous pouvons expérimenter. Point virgule. Votre environnement, 17, représente une somme de savoir et d'expérience. Les pensées et les émotions dont je parlais juste avant. Là, c'est amusant, Robert fait un petit commentaire, il dit « c'est Seth qui demande le point-virgule dans cette phrase, il donne souvent ce genre de précision. » Donc c'est un écrivain très précis qui va jusqu'à donner la ponctuation. Il continue. « Tant que vous croyez, cette notion de croyance, tant que vous croyez que votre environnement est objectif et indépendant de vous, vous vous sentez largement impuissant à le changer, à voir au-delà et à imaginer des alternatives moins évidentes. Et quand je disais tout à l'heure que, là il y a quelques minutes, que effectivement cette notion de bien ou de pas bien dans le monde et qu'on peut changer, dans notre environnement, et que Seth avait conseillé à Jen d'arrêter de fumer, c'était peut-être pour son bien-être, pour éviter des douleurs, une maladie, etc. Donc, c'est pour changer la nature de l'expérience qu'on va avoir. J'indiquerai plus loin dans ce livre différentes méthodes
qui vous permettront de changer votre environnement de manière aussi radicale que bénéfique. Donc lui aussi, il utilise ce mot de bénéfique. Il va dire, et c'est pas contradictoire, le bien et le mal n'existent pas, et en même temps, là, il dit, vous pouvez changer votre environnement de manière bénéfique. Ce n'est pas contradictoire. Donc voilà, là, ce début de session, il rappelle donc que nous avons toute maîtrise, normalement, sur notre vie. Deuxième point, 21h23. J'ai également parlé de la réincarnation en termes d'environnement personnel. Parce que de nombreuses écoles de pensée accordent trop d'importance aux conséquences des existences réincarnationnelles. Là aussi, j'en avais parlé dans la séance où il présentait ça la première fois. Donc des écoles de pensée, on voit que ça peut être des religions, des philosophies de vie, etc. Donc, de nombreuses écoles de pensée accordent trop d'importance aux conséquences des existences réincarnationnelles. Donc, il faut déjà se dire, l'existence réincarnationnelle, ça existe, c'est la base. Bon. Maintenant, il ne faut pas focaliser sur les conséquences des relations entre deux vies. Il dit donc que ces écoles vont jusqu'à dire que les circonstances de la vie actuelle résultent de schémas inflexibles établis dans une vie passée. 7 dit que ce n'est pas le cas. C'est un point de vue, c'est sa théorie. Il disait aussi que toute information est subjective. Elle est retraduite par celui qui le dit. Donc, lui, son point de vue, c'est que il n'y a aucun lien de cause à effet entre deux vies réincarnationnelles différentes. Que nous, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, ne peut pas venir d'une sorte de contrat qu'on aurait signé avant. Il continue en disant « On se sent relativement incompétent pour réagir à la réalité physique présente et modifier son environnement, incapable d'avoir un effet sur le monde et de le changer, quand on a l'impression d'être à la merci de circonstances incontrôlables. » C'était l'introduction. Quand il a commencé à dicter son livre, au tout début, il disait, voilà, vous devez vous sentir très vulnérable dans cette chair qui est physique, donc qui va se finir. Bon, ben voilà. Dommage, quelque part. Voilà. Si vous vous limitez à ça, c'est dommage pour vous. Vous êtes beaucoup plus, vous êtes permanent, vous êtes une conscience. C'est le message qu'il martèle depuis tout le temps. Et là, donc, il dit qu'il y a cette expérimentation libre. Chaque vie, vous pouvez librement changer. Vous pouvez dévier du programme qui était prévu au départ. Le futur n'est jamais entièrement écrit. Philippe Guillemont dit la même chose. Il y a un futur qui est probable, qui est possible, qui est la voie directe si on ne change rien, et que, et ça c'est scientifiquement, hein, c'est montré scientifiquement, et que volontairement, en changeant quelque chose dans le présent, on ne peut rien changer d'autre que le présent, et donc tout le temps on a cette responsabilité de notre vie, tout de suite, là, maintenant. Parce que oui, demain je vais faire ça, ben, si tous les jours vous dites demain je vais faire ça, vous ne le faites jamais. Et vous restez dans le schéma qui est déjà inscrit, et le futur probable devient votre futur véritable. Parce que rien n'est changé. Parce qu'il n'y a pas de changement, de volonté de changement. Et donc on a l'impression d'être dans quelque chose qui s'inscrit d'incontrôlable, on subit la vie, on subit les événements. Et si vous pensez ça, nous dit Seth, vous devez
vous sentir malheureux, triste, vulnérable. En fin de compte, poursuit-il dans le paragraphe suivant, les raisons données à un tel assujettissement importent peu, car elles varient selon les époques et les cultures. Les raisons données pour un tel assujettissement, c'est pas grave, peu importe. Ça a changé à travers l'histoire. Vous n'êtes pas sous le coup d'une sentence prononcée pour cause de péché originel. Là, il ne peut pas le dire plus clairement. C'est son point de vue encore, mais voilà. Vous n'êtes pas sous le coup d'une sentence prononcée pour cause de péché originel. D'événements survenus quand vous étiez enfant ou dans des vies passées. Donc là, moi, ce que j'entends avec ma culture à moi, ça veut dire que la religion, notamment catholique, avec l'histoire de la pomme, le péché originel, on est sorti du paradis, etc. Non. Les événements survenus quand vous étiez enfant, notamment Freud, repris par Jung, etc. Notre vie d'adulte n'est pas dépendante de ce qu'on a vécu quand on est enfant, ou dans des vies passées, le bouddhisme par exemple, avec des liens. Voilà, il faut avoir une vie exemplaire parce que dans la vie suivante, il faut progresser, il faut être un saint un peu. Seth nous dit non, vous n'êtes pas sous le coup d'une sentence. Dans 3 situations, là, dont il donne les exemples. Votre vie est peut-être moins épanouie que vous le souhaiteriez. Vous êtes peut-être moins, il a demandé à Robert de souligner le moins, alors que vous voudriez être plus. Moi, je trouve intéressant cette phrase, elle est simple, mais elle dit beaucoup de notre recherche. Qu'est-ce que chacun de nous recherche dans la vie? Vous êtes peut-être moins alors que vous voudriez être plus. Et Seth nous donne un message pour moi hyper encourageant, hyper joyeux, hyper positif. Vous n'êtes pas enfermé dans votre vie. La difficulté, c'est de trouver les clés, et lui il en donne, pour sortir de ce que vous considérez comme des souffrances dans cette vie-là. Oui, ça oui, effectivement. Si vous souffrez de quelque chose dans cette vie-là, réagissez. C'est ni plus ni moins ce qu'il nous dit. Si vous avez des douleurs, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez aujourd'hui, vous pouvez, ce n'est pas subi, vous pouvez le changer. C'est vous qui créez votre réalité. C'est le message que martèle Seth depuis le début de son livre. Donc là, il le redit. Vous êtes peut-être moins alors que vous voudriez être plus, mais vous n'êtes pas recouvert d'un linceul jeté sur votre psyché par le péché originel, les syndromes infantiles de Freud, il le dit clairement, ou l'influence de vies passées. Je vais essayer de vous expliquer un peu plus clairement l'influence des vies passées. Elles ont un effet sur vous, comme toute expérience. Toutefois, le temps est ouvert. Une vie n'est pas enterrée dans le passé, déconnectée du mois présent, comme de tout mois futur. Voilà, donc là, après avoir rappelé clairement, là il le redit sous une autre forme, vous n'êtes pas recouvert d'un linceul jeté sur votre psyché par le péché originel, 1, par les syndromes infantiles de Freud, 2, ou l'influence de vie passée, 3. Donc 3 exemples de philosophie, de théorie, d'éléments qui pourraient limiter notre perception du monde, des choses très ancrées où quelqu'un a étudié, Freud il a étudié à sa manière. Je ne crois pas qu'il ait basé sa réflexion sur la notion de conscience qui nous dépasse. Alors, il y a l'inconscient, etc., mais
moi j'ai entendu un prof, j'ai dû déjà le dire, mais vraiment je vous le redis, et pour moi c'était marquant. J'ai commencé des études de psychologie jusqu'à un moment donné où un des enseignants a dit « Je n'ai jamais vu de conscience en dehors d'un corps. Donc, nous étudions les corps et les consciences qui y sont liées. » Si ça c'est le point de départ, c'est l'inverse de la proposition de Seth. Et tant qu'on est là-dedans, tant qu'on dit le corps crée la conscience, le préambule, le point de départ de la réflexion est différente de celle de Seth. Donc on arrive à certaines conclusions qui sont, je dirais par définition, différentes de toutes les théories de Seth. Seth part du principe inverse, nous sommes une conscience qui avons un corps et même plusieurs. Donc ça inverse complètement le paradigme de base, ce qui fait que la réflexion et donc les conclusions qu'on peut en faire sont forcément différentes. Donc notamment Freud, et il dira aussi à un moment donné que Jung et Freud, ça c'est dans le matériau de Seth, là je viens vraiment de lire, c'est dans les appendices, à la toute fin du matériau de Seth. Jen lit un livre de Jung à un moment donné. Donc Jung, Freud, voilà, ils sont très proches, hein, ils sont un peu séparés à un moment donné, mais Jung était l'élève de Freud au départ. Donc Jen a lu, ils n'étaient pas d'accord sur un point, je sais plus le point de détail, je crois que c'est au niveau de l'inconscient, il me semble. Mais bon. Jen a lu un livre de Jung, alors c'est amusant parce qu'elle l'a lu en 69, donc le livre a été traduit en 68 en anglais, et elle l'a lu juste après, voilà, dans une traduction nouvelle, vraiment contemporaine, hein, pour elle. Et le soir même, Seth, ils n'ont pas demandé à Seth de commenter quoi que ce soit le livre. Hein. Seth spontanément a utilisé le matériau qu'elle a lu dans la journée, s'en est servi dans une session, et à la fin de la session, Robert, ou pendant une pause, je sais plus, juste ils discutaient entre eux en disant tiens, juste voilà, je me demande est-ce que Jung est revenu sur un point particulier de sa réflexion une fois qu'il est mort. Et Seth va répondre en disant à la fin de sa vie, Jung a déjà revisité de manière différente certains de ses concepts, et il en a revu beaucoup une fois qu'il est mort. Voilà. Donc là, effectivement, les éléments qu'on a, nous, sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont religieux, culturels, philosophiques, etc., ne sont que, entre guillemets, donnés par des personnes humaines qui sont dans la réalité physique, avec les limites de la réalité physique, et c'est donc que une expérience physique. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans le matériau de Seth, c'est que, d'après les éléments qu'on entend, ça donne une vision beaucoup plus large, déjà de se dire qu'il y a des informations entre les vies. Donc voilà, il y a des vies réincarnationnelles, qu'on a accès au passé, au présent, au futur, à tout. Forcément, l'information est basée sur des concepts différents, et donc les conclusions sont vraiment différentes. Et je redis, je n'ai jamais vu aucune... aucun élément dans les différentes théories de Seth qui se contredisent, enfin, aucune contradiction dans tout ce que j'ai lu de Seth jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas encore tout lu, parce qu'il y a des livres qui sont pas encore traduits en français, donc je reviens sur les livres après en anglais, mais j'essaie déjà de les lire en français. Déjà en français, c'est pas évident, il utilise des mots de vocabulaire particuliers. Mais que toutes ces différentes théories sont d'une énorme cohérence, ne se contredisent pas, contredisent pas, excusez-moi, mais et surtout, voilà, ça s'enrichit, se complète, etc. Et ça arrive à, oui, expliquer, comme je disais, un peu tout sur tout, différentes facettes de la vie. Donc voilà, en tout cas, moi, ce que je peux en dire à ce moment-là, je trouve ça très intéressant, ce regard de Seth qui nous dit, et c'est très optimiste, vous avez votre vie en main et vous pouvez mettre dedans ce que vous voulez. Déjà, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est la première étape. Et après, il donne des éléments pour savoir comment
installer ce que l'on veut dans sa vie. Et ça, c'est différents exercices qui va donner, ou différents éléments de réflexion qu'il va donner. Donc on en conclut là-dessus, on reprendra exactement là, bien sûr, dans la séance prochaine, où Seth est en train donc de nous dire que effectivement il y a certaines informations qui circulent entre nos vies réincarnationnelles, mais il va nous dire comment, et que donc ce n'est pas des liens stricts, des règles strictes. Voilà, nous verrons ça dans la prochaine séance. Je vous remercie pour votre attention, et à très bientôt en tout cas.